Rachid, 63 ans. Les mots qu'il n'a jamais écrits. Il y a des silences plus forts que des discours, des hommes qui n'écrivent pas mais qui racontent tout d'un simple regard. Rachid a 63 ans. Il ne sait ni lire ni écrire. Mais il a élevé 3 enfants dont il est très fier. Il a tenu 2 emplois. Il a traversé 2 pays et il a survécu à bien des tempêtes, aussi bien personnelles que professionnelles, amicales et familiales. Il n'a jamais eu honte, pas vraiment. Il n'y avait aucune raison d'ailleurs. Mais il y a des jours, c'est vrai, où ça serre un peu la gorge. Comme ce matin-là, à la poste, quand on lui a tendu un formulaire. La jeune femme au guichet lui a souri poliment. Mais quand il a dit qu'il ne savait pas écrire, elle a haussé les sourcils. Elle ne l'a pas humilié, ça non, mais elle l'a réduit. En une seconde, il est devenu le monsieur qui ne sait pas. Alors, Rachid a souri, comme il le fait toujours, un sourire bienveillant. Mais en rentrant chez lui, les larmes se sont mises à couler. Pas longtemps, mais c'était bien assez. Ce n'est pas qu'il regrette, mais il n'a pas eu le choix. À 10 ans, il était déjà à l'usine. Il envoyait ses maigres salaires à sa mère, restée au bled. L'école, c'était pour les autres. Lui, il a appris à survivre. Plus tard, il s'est marié. Il a appris le français en écoutant ses collègues parler. Il a élevé ses enfants dans l'amour des livres, justement. Ses enfants, eux, savent tout écrire. Mais lui... Alors oui, il en rêvait parfois, écrire un mot à sa femme, par exemple, un poème. Juste une phrase. Je t'aime, Fatima. Il l'a dit souvent, bien sûr, mais il ne l'a jamais écrit sur un bout de papier. Alors un jour, il est allé à la médiathèque. Il a demandé, timidement, s'il y avait des cours pour les gens comme lui. On lui a dit oui. Alors, bon an mal an, tant bien que mal, il a commencé à apprendre, doucement, à son rythme, une lettre de l'alphabet après l'autre. Et un jour, il a écrit sa première phrase sur un petit bout de papier. Il tremblait, il se sentait maladroit, mais il se sentait vrai. C'était pour Fatima. Il avait simplement écrit: ton sourire est un phare. Elle a pleuré, et lui aussi. Il y a des mots qu'on met une vie à écrire, mais quand ils arrivent, ils valent
tous les livres du monde. La chambre numéro 5. Je n'ai jamais été particulièrement résilient. Pas comme ces gens qu'on admire en silence, ceux qui encaissent les coups de la vie avec une grâce suspecte. Moi, je me débat, je coule, je ressors la tête de l'eau, les cheveux collés au visage, et je râle. Oui, ça, je râle. C'est ma manière de survivre. Râler à chaque brassée. Quand tout a commencé, j'étais justement en train de râler. Mon emploi venait de me glisser entre les doigts comme un savon dans une douche collective. Un licenciement économique, m'a-t-on dit. Comme s'il existait une version non économique qui aurait eu la décence d'être plus personnelle. J'ai donc quitté Paris avec ma valise cabossée et mes espoirs encore plus froissés. Direction l'hôtel de la plage, à Saint-Brolade, une bourgade bretonne où ma tante avait autrefois séjourné pour se remettre d'un chagrin d'amour ou d'un abcès, je sais plus, disait ma mère. L'hôtel, il avait ce charme désuet des établissements qui n'ont pas encore compris que les années 70 étaient finies. Moquette rouge sombre, papier peint à motifs floraux, et cette odeur de meubles cirés et d'humidité légère qu'on ne trouve que dans les lieux hantés ou très mal aérés. C'est là que j'ai été assigné à la chambre numéro 5. On ne m'a pas laissé choisir d'ailleurs, mais la réceptionniste m'a dit en chuchotant: «Elle vous ira bien celle-là. Elle aime les gens cabossés». Je ne savais pas comment je devais le prendre. J'ai pas relevé cette phrase. Je suis habitué aux Bretons un peu lyriques. Mais je n'aurais jamais dû poser cette fichue valise sur ce fichu lit en formica. Parce que c'est là que tout a basculé. Le soir venu, alors que je tentais d'oublier mes déboires dans un roman suédois d'une noirceur déprimante, ce qui était une grave erreur, la lampe de chevet s'est éteinte d'un coup sec. Puis dans le silence, une voix a murmuré: «Alors, t'es venu pour chialer ou pour changer de peau?» Je n'ai pas hurlé. Ce fut ma première preuve de résilience de la semaine. À la place, j'ai dit à voix haute: «Est-ce que c'est le roman ou la soupe de poisson?» Ça voulait rien dire. Silence total. Puis, doucement, une lumière bleutée a émané du mur derrière le lit, une lumière étrange, oscillante, comme une respiration. Une fissure est apparue. Pas dans le mur, dans l'air, comme une déchirure de la réalité. Pourtant, je n'étais pas ivre. Je vous l'assure, j'avais arrêté l'alcool après l'épisode de la photocopieuse et de mon patron en slip. Longue histoire. Une silhouette est sortie de cette fissure. Elle portait mon visage, mais un peu plus ridé, les yeux plus calmes, et une barbe. Je n'ai jamais su me faire pousser une barbe aussi dense. «Salut, moi!» dit-elle. «Je viens te montrer à quoi tu ressembles quand t'as arrêté de vouloir que tout aille bien.»
J'ai ouvert la bouche pour répondre quelque chose d'intelligent du genre: «Ah!» Mais il m'a coupé l'herbe sous le pied. «Je vais te raconter une histoire vraie, la tienne». Et il l'a fait. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, il m'a raconté ma vie. Ma vie, version résilience, version 2.0, celle où je ne me laissais pas miner par la perte, où chaque deuil devenait le terreau d'un nouveau départ, où j'acceptais l'incertitude comme une vieille copine relou qu'on finit par tolérer à l'apéro. Il m'a raconté comment j'avais appris à cuisiner, à rire seul, sans honte, à dire non, sans trembler, à pleurer avec classe. Il m'a même décrit le jour où j'avais dansé en pyjama sur du David Bowie sans me soucier du regard des voisins. Bel exploit. Et moi, j'écoutais, fasciné, cette version de moi-même qui ne cherchait plus à recoller les morceaux, mais à en faire une mosaïque. Puis à la fin, il m'a tendu un objet, une clé rouillée. Elle ouvre une porte, dit-il. Pas ici, pas maintenant, mais quand tu te sentiras prêt à ne plus être la victime de ton récit. Il a souri, il a fait un clin d'œil, il a disparu dans la déchirure qui s'est refermée comme une cicatrice. Le lendemain, la chambre numéro 5 avait retrouvé son aspect banal et tristouné. Plus de lumière bleue, plus de voix dans la nuit, mais la clé était là, dans ma poche. Je suis resté encore 2 jours, j'ai marché, j'ai lu, j'ai respiré, puis j'ai repris le train, sans savoir exactement vers quoi j'allais. Mais j'avais cette satanée clé. Je l'ai encore d'ailleurs, parfois je la regarde, parfois je la perds, mais elle revient toujours. Parce que c'est ça au fond, la résilience. La résilience, ce n'est pas rebondir comme une balle de tennis toute neuve. C'est avancer avec la bosse, avec la fêlure, avec le souvenir de cette nuit étrange dans la chambre numéro 5 et continuer, en râlant peut-être, mais en continuant quand même.